Je pense qu'on a tous ces courses qui nous sont restées en tête, même des mois, voire des années après. En F1, certains exemples sortent souvent. Par exemple, le Grand Prix d'Italie 2020 a marqué tout le pays quand on a entendu Julien Febvre hurler à Pierre Gasly d'accélérer dans les derniers tours. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez jamais regardé la Formule 1 sur Canal, qu'est-ce que vous me racontez? Peut-être avez-vous un souvenir de voir votre pilote favori gagner. Enfin, si vous avez eu cette chance. Ou alors étiez-vous la personne la plus heureuse du monde quand Nico Hülkenberg a enfin brisé la malédiction en montant sur le podium du Grand Prix d'Angleterre 2025. Quoi qu'il en soit, si vous demandez à un amateur de course automobile, peu importe la catégorie, il pourra sans doute vous donner sa course. La mienne de course mémorable, celle qui a une véritable villa dans mon crâne, mais rien de bien excitant de l'extérieur. Et d'ailleurs, sans doute ne l'est-elle même pas de l'intérieur. Mais elle m'importe plus que la majorité des autres que j'ai vues en direct, si ce n'est plus. Alors laissez-moi vous raconter, non pas une course, enfin, pas totalement, mais aussi comment des fois, le week-end de course, ça se ressent. Bienvenue dans Formula One, votre émission qui vous parle d'histoire bien personnelle de la Formule 1, et parfois de trucs moins égocentrés. S'il vous plaît, regardez, je vous promets que c'est intéressant, c'est pas que ma gueule. Pour vous parler de pourquoi cette course m'a marqué en particulier, ça serait déjà bien de vous dire de laquelle il s'agit. Vous seriez peut-être surpris d'apprendre que non, ça n'est pas le Grand Prix de France 1999. J'adore en parler, lui aussi il a dit dans mon crâne. Mais je l'ai pas vu en direct. Logique, je suis né fin 98. Non, à la place, et étonnamment pour cette émission de gros nerds de merde, je vais vous parler d'un truc très récent. Tellement récent que le souvenir est encore cristallin dans mon esprit. En l'occurrence, comme c'était la première saison que je suivais pour de vrai, on va parler de la saison 2024, alias celle devant laquelle on s'attendait tous à se faire mais monstrueusement chier, mais qui en fait a eu son lot de surprises plus qu'improbables. Laissez-moi vous ramener juste un petit peu dans le passé, à une époque où Red Bull était encore l'écurie championne du monde en titre constructeur, et où McLaren ne gagnait pas la majorité des courses de la saison. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Red Bull avait gagné plus de courses que le reste des 3 autres écuries vainqueurs de la saison. Bon, enfin, Max Verstappen avait gagné plus de saisons que les Gus de McLaren, et son coéquipier lui en avait gagné 0 pour rappel. Bref, rafraîchissons-nous vite fait la mémoire. La saison 2024 est un peu bizarre parce qu'elle a commencé de façon très ennuyeuse. Elle a eu une série ensuite d'événements quelque peu imprévisibles, et puis finalement, on n'a pas passé un si mauvais moment. On a eu un peu de combat, quelques surprises, et 2 nouveaux gagnants de Grand Prix. Ça aurait largement pu être pire, surtout comparé à la saison qui précédait, qui restera dans les annales comme une des plus ennuyeuses. La course dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est située vers la fin de cette saison, puisque c'est elle qui a décidé du titre final entre Max Verstappen et Lando Norris. Assez évidemment au privilège du quadruple champion du monde, vu qu'on est encore à 2 rounds avant la fin à Abu Dhabi. En effet, aujourd'hui, je vous parle du Grand Prix de Las Vegas 2024 à... Las Vegas, c'est pas trop dur à comprendre quand vous ne portez pas le nom du pays où vous êtes, ou genre d'un pays à côté, style le Grand Prix de 82. J'ai aussi l'habitude de vous présenter des vieux circuits, des fois plus anciens que mes grands-parents même, mais pour une fois, j'ai l'honneur de vous parler d'un lieu qui non seulement existe encore en l'état, mais surtout est récent. Bienvenue dans la ville du péché, des jeux d'argent et des trucs kitsch. Ou un truc du genre, je sais pas, je vis en Flandre-Maritime. Le circuit de Las Vegas. Un circuit qui n'a jamais fait l'unanimité, on va pas se mentir. Introduit au calendrier de la Formule 1 pour la saison 2023, peu de gens y croyaient vraiment et l'édition 2023 était un désastre. Quasiment de quoi rivaliser avec certains de ses ancêtres américains. La piste n'était pas correctement finie pour la F1, donc Carlos Sainz a perdu un fond plat quand une plaque d'égout est venue se projeter dessus en essai libre, ça c'est pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, cassant donc sévèrement la voiture et manquant au passage de blesser le pilote, histoire d'aller jusqu'au bout. Et c'est quand même Ferrari qui a dû payer l'amende parce que les États-Unis sont un pays fait de logique et pas du tout de capitalisme poussé à l'extrême, un vrai four quoi.
Ça n'aide pas que la course elle-même a été marquée par quelques incidents, notamment celui qui a envoyé Lando Norris valdinguer dans un mur en plein milieu de la course. Il n'y avait pas eu de drapeau rouge, hein, pour ça, pour rappel. Je comprends les arguments contre le Grand Prix de Las Vegas, ne serait-ce que pour ça, mais aussi à commencer par le fait qu'on avait besoin ni d'un troisième Grand Prix aux États-Unis, ouais, un troisième, ni d'un second Grand Prix qui est clairement là pour le marketing. Ce n'est pas un hasard si tout le monde sort des livrets spécifiques et des designs de casques uniques pour cette course en particulier. On ne perdrait en vrai sans doute pas grand-chose à enlever un énième circuit urbain du calendrier, surtout avec le remplacement prochain d'Imola par le tracé de Madrid. Oui, je suis encore vénère là-dessus. Il fait complète doublette avec Miami, qui plus est, à l'exception de se passer en quasi-hiver et de nuit. Et pourtant, je suis pas foncièrement opposé. Principalement parce que le Grand Prix de Miami est pire sur tous les plans. Je vous saute les détails, mais Las Vegas est tout ce que Miami est, mais en plus divers, en plus distinct et en plus stylé aussi. C'est la seule course sur piste froide au calendrier. Au moins, du moins en temps normal, parce que sinon, des fois, il y a le Canada aussi. Quand on y pense, c'est un peu l'opposé de Singapour. Et encore une fois, c'est juste le cousin plus cool de Miami, donc Et puis, la F1 a rarement été une seule fois aux États-Unis, à vrai dire. Et 2023 n'était même pas la première saison à avoir 3 courses là-bas. Regardez ma grande favorite, la saison 82 par exemple, qui a traîné le cirque non seulement à Long Beach en Californie pour le Grand Prix des États-Unis Ouest, mais aussi à Détroit. Ah bref, ce Détroit. Et sur le parking du Caesars Palace. Ces 3 circuits sont tous pires que l'actuel tracé autour du Vegas Strip, et ce Long Beach est resté un peu à la postérité grâce à son ambiance joyeuse. Si vous avez envie de rire, je vous invite aussi à lire la page SatF1 du Grand Prix de Dallas 1984. On en parlera un jour dans l'émission parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire dessus. D'ailleurs, en parlant de vieux Grand Prix aux États-Unis, quand on y pense, l'actuel Grand Prix de Las Vegas, c'est juste la version moins foireuse de l'idée du Grand Prix de Caesars Palace, où c'était tellement un parking que les photos qui en résultent ont l'air complètement absurdes, comme celle-ci de Gilles Villeneuve après son abandon sur panne moteur à l'édition 81. Ah, attendez, non, ça c'est pas... Non, mais vous voyez bien qu'il est pas du tout seul sur celle-là. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Avouez que c'est quand même moins classe, même s'il y a une certaine vibe. Une vibe de désert industriel, on dirait une photo prise sur les friches de l'île Five, mais ça reste une ambiance, hein. Très loin de l'ambiance néon et jeu d'argent de l'édition actuelle, quoi, quand même. C'est beau l'évolution, non? En somme, même si je défends un peu trop ce tracé pour ma propre santé mentale, cette course n'est pas ma favorite parce que j'ai de l'affection pour le tracé lui-même. Sinon j'aurais choisi un Grand Prix de Belgique, hein, rien que parce que j'y étais en vrai pour l'année passée. Non, c'est autre chose. Mais ça serait vous divulguer la course, si vous ne l'avez pas déjà vu, si je vous disais la vraie cause principale. Alors à la place, je vous invite à venir avec moi, dans mon lit, un samedi matin de novembre. Pour une fois, mon week-end de course n'a pas commencé dès le vendredi avec les essais libres. D'habitude, quand c'est le cas, c'est parce que je travaille le vendredi, et comme les essais libres sont souvent la journée, c'est rare que je puisse assez procrastiner dans mon travail pour regarder des voitures faire des tours de circuit. Cette fois-là, je ne travaillais pas avant le dimanche. Mais aussi, j'avais un ami à l'appart, et comme regarder les essais libres ne faisait pas partie de nos quelques plans, j'ai oublié de voir les Mercedes tout cassés ce vendredi-là. Ça n'aidait pas que les essais étaient tous très tôt le matin à cause du décalage horaire entre la nuit du Nevada et nous en France. Et bon, un peu la flemme de me lever à 6h pour regarder des essais libres. Heureusement pour moi, je dors toujours mal, surtout quand je partage une pièce avec quelqu'un. Ce 23 novembre ne faisait pas exception, puisque je me suis réveillé à genre 7h30, alors que mon pote lui, il ronfle encore tranquillou bilou. J'essaie de me rendormir, en vain, parce que je suis aussi incapable de retrouver le sommeil une fois qu'un truc à la con, ma peur viscérale de l'avenir, me possède. Je traîne sur mon portable, je regrette encore d'avoir Twitter, et là je me rappelle que la Q1 de Vegas va encore être en cours, si c'est pas encore commencé, donc je sors le PC et je m'installe comme je le peux dans mon pieu. En l'occurrence, les qualifs n'ont pas encore débuté, donc je vais pouvoir tout suivre. La Q1 n'est rien de bien notoire avec les éliminés habituels pour cette fin de saison, c'est-à-dire les 2 Aston Martin, une des Sauber, une des Williams, et Sergio Perez, qui continue sa descente aux enfers entamée au début de la saison. Le dernier temps est celui de Lance Stroll, dont la voiture souffre d'un problème électronique qui l'empêche de faire plus qu'un tour rapide. Bienvenue en fin 2024, rien de bien notoire, vraiment. La Q2 est là où les choses se dessinent plus précisément. Les Mercedes dominent une fois de plus, Lewis Hamilton devant George Russell, les Ferrari suivent,
les McLaren sont plus décevantes qu'à l'habitude et Max Verstappen est comme d'hab la seule Red Bull encore en piste. Les Alpines, comme poussées par leur performance récente à Interlagos, ne sont pas ridicules. Ce qui, je sais, doit sembler bizarre à entendre après une saison 2025 où l'écurie a eu l'honneur, que dis-je, la distinction, d'avoir 3 pilotes dont 2 à 0 points sur toute la saison. En parlant d'Alpine, le choc vient en toute fin de Q2 à 1 minute de la fin à peine quand Franco Colapinto placarde sa Williams, oui il était à Williams, dans le mur et provoque un drapeau rouge. Les pilotes qui n'ont pas encore eu le temps de faire un deuxième temps, comme Esteban Ocon, sont coincés et sortent en Q2, faute de battre les 10 meilleurs temps. L'état de santé de Colapinto est inconnu parce que même s'il est sorti de la voiture, la Williams est vraiment dans un sale état et son pilote est conduit au centre médical. À vrai dire, on n'en saura pas plus avant la fin des qualifications, encore moins sur si sa voiture sera remise en état à temps pour la course. Entre la Q2 et la Q3, mon pote se réveille et voit tout de suite que je suis en train de trembler comme une feuille dans les bourrasques de Dunkerque, ce qui est bizarre vu que nous ne sommes pas à Dunkerque, mais soit, devant mes voitures qui vont vite. Il reconnaît évidemment tout de suite ce que je suis en train de faire, donc je lui annonce la bonne nouvelle une fois qu'il a ouvert les yeux et un petit peu émergé. T'es pile à l'heure, la Q3 a pas encore commencé, Colapinto l'a foutu dans le mur en fin de Q2, donc il y a un retard dans le lancement de la Q3, mais tu t'es levé juste à temps. Vu le temps que ça prend, je nous fais des cafés sur la Tassimo, pile à l'heure pour pouvoir nous réveiller tranquillement devant... Non, je déconne, je suis super anxieux comme à chaque fois que je regarde des qualifs, surtout que celles-ci sont vachement serrées quand même. Je n'ai plus aucune idée de qui va finir en pole. Certes, les Mercedes sont un train d'avance, mais dominer les 3 séances d'essais libres ne veut pas dire que Max Verstappen ne va pas sortir un tour de pole de son cul, ou que Charles Leclerc va pas mettre sa SF24 en tête par une sorte de miracle comme il y faisait en 2023. Canal est comme toujours occupé à illustrer Alpine et Pierre Gasly, qui a réussi à traîner sa voiture en Q3, rien d'anormal sur ce plan, parce que la chaîne est sponsorisée par la marque, tout ça, si vous avez déjà regardé la Formule 1 sur Canal, vous savez ce que c'est. C'est, cela dit, Verstappen le premier à sortir en piste. On nous annonce aussi que la chaussée est glissante à l'endroit où Colapinto s'est craché. Le premier temps marquant est celui de Carlos Sainz, qui plante 2 dixièmes à son vieux copain Lando Norris, qui est lui-même devant son coéquipier. Verstappen fait une vaillante tentative avec 2 records de secteur, mais échoue quand même derrière Sainz qui, on peut le dire, a fait une smooth operation sur ce coup. Ah, t'as compris. Puis Russell plante 2 dixièmes à son tour, tapant le 1.32.811 et allant dans le sens de certains membres de l'équipe Canal qu'il prédisait pour la pole. En l'occurrence Romain Grosjean et Franck Montagny. Son coéquipier, lui, a abandonné dans le second secteur après un bon premier. Coup dur pour Lewis Hamilton qui a donc fait un tout droit au virage 14, roue bloquée sans pouvoir tourner. Après ça, tout le monde rentre au garage pour enfiler un nouveau et dernier set de gomme fraîche. Pendant ce temps, insiste pour passer dans les derniers en fin de session, citant que la piste va s'améliorer, tandis que chez Ferrari, on tente plutôt une stratégie de tour de préparation et tour rapide. C'est surtout important pour Charles Leclerc, qui n'est que 8ème après un sous-virage au virage 7. Essayez de le dire 2 fois ça. Nouvel incident d'ailleurs, Russell a décroché un peu du sponsor sur le mur de la ligne droite avant d'entrer au box. Tu me fais chier, George, hein. C'est parti pour la seconde moitié de la Q3, celle qui va tout décider. Ah, et la réalisation de course a décidé de nous mettre le dernier poleman à Vegas en incluant... César Palace. On fait donc coucou à Carlos Reutemann et à Alain Prost, des pilotes d'actualité. N'allez pas voir la page Wikipédia de Carlos Reutemann. Il reste 2 minutes et tout le monde ou presque se lance sur le tour ultime. Les 2 McLaren sont les premiers chronos enclenchés et il leur en manque tout de suite 2 dixièmes sur la pole provisoire. Oups, Leclerc fait pire, Sainz fait mieux. Ah, on m'informe que Leclerc a tapé le record du second secteur. Et Hamilton, lui, reste 10ème après avoir perdu le train arrière durant sa seconde tentative. Coup dur pour le champion du monde qui partira 10ème, tandis que Norris remonte second et Piastri 4ème. Ouais bon Oscar, ça a pas d'amélioration ça mon grand hein. Et Leclerc chaparde la pole provisoire. Et j'ai rien dit, Sainz double son coéquipier avec un 1.32.410. 3 dixièmes de mieux que son propre coéquipier. Et là je regarde mon pote et je lui dis félicitations pour la pole. Même s'il a une préférence pour Leclerc, je sais aussi qu'il sera forcément content, tifosi qu'il est. Ah et puis aussi je suis quelqu'un d'assez fair-play je trouve. Pour le moment ça s'annonce bien pour Sainz qui a la pole provisoire et là Pierre Gasly fait le second meilleur temps se glissant entre les 2 Ferrari. Lui et moi on perd la boule. Une Alpine en première ligne. Une Alpine. Et entre les 2 Ferrari, devant les 2 Mercedes aussi d'ailleurs hein, avec Russell qui est redescendu à la 4ème. C'est absurde, absurde. Ok on sort du double podium français au Brésil mais quand même il y avait la pluie. Comment est-ce qu'on était censé voir ça venir alors qu'il pleut pas? Pierre Gasly doit être un sorcier ou un truc du genre. Mais pas le temps de nous remettre de nos émotions puisque Verstappen et Russell sont encore lancés.
Le chrono est fini, mais il nous reste encore 2 pilotes. Max la menace ne reprend que la 4ème place, ce qui laisse un seul pilote en piste qui pourra aller chercher la pole. Et c'est ce qui se passe. À même pas 1/10 de seconde, George Russell détrône Carlos Sainz et s'empare de la pole position. Julien Febvre félicite Romain Grosjean et Franck Montagny pour leur pronostic correct. C'est la joie chez Mercedes, même si leur champion est seulement 10ème. Ça, c'est un changement de leader l'année prochaine, cette histoire. Comme d'hab dans les radios de Russell, l'un des deux sort un truc chelou. Et cette fois, c'est son ingé qui lui sort Zotaba. Même Russell, qui je le rappelle est celui qui a sorti le Yabadabadou après avoir décroché la victoire en Autriche plus tôt dans la saison, est pas trop sûr de comprendre celle-là. Cette fois, c'est mon pote qui se tourne vers moi pour me féliciter, parce que certes, son écurie n'a pas la pole malgré une vaillante tentative, mais entre copains, on sait être fair play quand même. Pendant que sur Canal, on parle plutôt du combat pour le titre mort-né entre Verstappen et Norris, nous, on se résout à vraiment commencer notre journée. Petite déj, douche, tout ça. Je suis complètement survolté, en tout cas, une grande banane sur la gueule, j'en reviens pas. Le top 3 de cette qualif n'a quasiment aucun sens. Ma seule déception est que mon idiot de Britannique favori n'a pas tapé la typose, ce qu'il avait fait au Canada, quand même. On verra demain en tout cas. Je redoute cela dit un coup comme en Grande-Bretagne où Russell avait dû abandonner à cause d'une surchauffe de la voiture alors qu'il partait en pole. Ou la Belgique, mais on va pas en parler. Et Julien en plus, il me stresse à me rappeler que la dégradation des pneus existe fort à Vegas. Bon, on va pas y penser toute la journée. En tout cas pas activement, on a des choses à faire quand même. Mais mon pote, qui doit forcément s'être reconnu depuis, il était dans mon lit quand même le filou, reprend le train le soir venu. Comme je suis un gros fanboy, je me plains d'un tweet d'un vidéaste que je regardais encore un petit peu à ce moment-là, où il disait que le taux de conversion de pole de Russell, qui était à 0% à ce moment-là, je peux pas vous le cacher, faisait que Gasly allait gagner. Je râle en boucle parce que j'ai un souci, mais je parviens quand même à dire au revoir comme une personne normale. Quand je rentre chez moi, je passe ma soirée normalement. Mais surtout, je pense à comment je vais me lever demain et comment m'assurer que je vais pouvoir regarder ma course en direct. Parce qu'il n'y a pas moyen que je regarde ça en différé. Je dois voir ça en direct, 0 retard de l'introduction des pilotes au drapeau à damier. Je compose donc un setup au poil de cul. J'ai mon PC sur une chaise à côté de mon lit, son clavier USB débranché, la souris dessus, prêt à être allumé dès que possible. J'aurais pu brancher le PC sur la télé de mon appartement, mais non seulement la qualité audio dessus dégueulasse, mais aussi j'ai pas spécialement envie de réveiller mes voisins à même pas 7h du matin un dimanche. Pour continuer dans l'accélération de ma matinée, j'ai aussi mes fringues de préparation à la salle de bain, parce que je vais devoir me laver le matin à cause d'un joint dans ma douche. Quel timing de con, je vous jure. J'ai même une cartouche de café dans ma Tassimo pour être sûr que je vais perdre le moins de temps possible. Même le mug est au garde à vous. Je mets mon réveil pour 6h45. Je vais galérer à m'endormir, je le sais. Et faire ça alors que je sais que je travaille toute la journée demain est certainement pas une bonne idée. Enfin, novembre est loin d'être le mois le plus dur de l'année au boulot, même si on sera un week-end, parce que c'est une faible période touristique. Au pire, comme dirait l'autre, oh, le boulot est temporaire, mon soutien inconditionnel pour un millionnaire qui ne saura jamais qui je suis est éternel. Allez, bonne nuit. Le lendemain, mon réveil sonne à 6h45 tapante. Je me rue dans ma salle de bain pour allumer le chauffage et faire chauffer l'eau de ma douche, puis j'allume mon PC pour lui laisser le temps de s'initialiser, le vieux pépère. C'est la douche la plus rapide de ma vie, d'ailleurs l'eau a à peine fini de chauffer que je suis déjà en train de m'essuyer. Quand je saute à nouveau dans mon lit pour enfiler mon casque, l'intro a malheureusement déjà commencé, mais je suis pile dans les temps pour que le générique me fasse encore plus stresser, en positif. Comme je me suis levé qu'après la fin de l'habituelle émission précoce de Canal, La Grille, j'ai manqué toute la conversation que leur équipe a eue, et tout ce que je parviens à avoir est le nouveau pronostic de Romain Grosjean, qui parie un doublé Ferrari, nous racontant qu'il a mis Sainz devant Leclerc dans son pronostic entre copains. Bon, perso, je ne sais pas trop d'où lui vient cet élan d'optimisme à ce sujet, quand les Mercedes ont dominé toutes les séances chronométrées du week-end, mais on va dire que oui, la SF24 a un meilleur rythme en course qu'en qualification, c'est vrai, et ce sont 2 Ferrari contre une Mercedes vu qu'Hamilton va devoir remonter la moitié de la grille. Ce qu'on sait, c'est que quasiment tous les pilotes s'élanceront en pneus médium, ce qui est prévisible. Je ne vais pas parler des pneus en détail, je ne suis pas Jacques Villeneuve, mais en Vegas, la dégradation et le graining sont très forts, et les pneus durs sont ceux qui, parmi les 3 catégories de pneus Pinarelli modernes, tiendront le mieux sur le bitume froid de Vegas. Le tour de formation me semble durer une éternité, pas aidé par le fait que Vegas fasse partie des plus longs circuits au calendrier et que le sujet principal sur Canal est le potentiel 4ème titre de Verstappen à l'issue de la course si Norris ne marque pas plus de points que lui aujourd'hui.
et il partira derrière Mad Max. J'ai le cœur, cela dit, qui bat dans la gorge, tandis que les voitures gagnent une par une leur emplacement sur la grille, à l'exception de Colapinto qui doit partir de la voie des stands à cause des dommages que sa voiture a encaissés la veille. Julien Febvreau nous annonce que c'est le 1123e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 et nous donne rendez-vous au premier virage. La dernière voiture se met en place sur son emplacement, la safety car arrive sur la grille, le commissaire de piste secoue son drapeau vert, tour à tour, les 5 feux rouges s'allument, puis s'éteignent tout en même temps, et c'est parti. Le départ de la course se passe sans trop d'accros, avec pour événement notoire que Charles Leclerc prend le meilleur départ de la course, doublant Pierre Gasly et Carlos Sainz sans trop de difficultés, et cherchant tout de suite à accueillir George Russell, dont le bon départ n'est, cela dit, pas aussi stellaire que celui du Monégasque. Pendant ce temps, ça se bataille dans le milieu du plateau entre Kevin Magnussen et Liam Lawson, qui animent le début de course. À l'issue du premier tour, le DRS est autorisé, donc vous savez ce que ça veut dire. On va pouvoir être parano à propos de ces foutus écarts de moins d'une seconde. L'enjeu principal de la course est le virage 12, qui précède la grande ligne droite caractéristique du strip et qui possède qui plus est une des zones de DRS du circuit, et c'était donc une bonne dose de dépassement. Il y a de la pénalité qui risque de tomber entre deux pilotes bien ambitieux, il y a du train de DRS qui commence à se former, bref, une course en 2025. 2024. En parlant d'écart de moins d'une seconde, je commence à bien stresser de voir l'écart entre Russell et Leclerc, qui est à présent aux alentours de 8 dixièmes de seconde. Il descend jusqu'à une demi-seconde, voire moins au troisième tour, et là je suis pas bien. Surtout quand le Charles, il s'amuse à taper un tour rapide et que mon Gus a pris un morceau de plastique chelou sur sa caisse. Pendant ce temps, Verstappen dépasse Gasly pour la 4ème place. Retour en tête de la course où Leclerc amorce des tentatives de dépassement, cette fois pour la première place. Il ne veut pas perdre de temps derrière la Mercedes. Il tente de faire l'extérieur à Russell au 5ème tour, au 17ème virage, à la limite du contact, mais Russell le repasse un peu plus tard. Romain nous sort une petite vanne rigolote à base de ne pas changer d'aileron avant, mais de devoir changer de sous-vêtements. Mais là, j'avoue, moi je suis pas spécialement en train de rire, je suis plutôt dos courbé sur mon écran. Carlos Sainz, lui, en a profité pour faire la jonction avec son coéquipier. Ah, et Oscar Piastri a probablement fait un faux départ. Bon, il est 8ème, donc ça va probablement pas changer grand-chose à sa vie, mais ça fait qu'on va se taper une compilation de départ pour tenter de deviner si c'est véridique ou non. Leclerc a ralenti le rythme, laissant Sainz rétrécir encore l'écart. Ses pneus sont salis par sa sortie de piste après sa tentative de dépassement, tandis que Russell fait un nouveau record de tour rapide. À voir où ça va aller. En tout cas, au 7ème tour, Russell a creusé un écart de 2 secondes sur les Ferrari, qui elles-mêmes ont creusé l'écart avec Verstappen, qui a lui-même creusé l'écart avec Gasly. Hamilton, lui, est remonté à la 9ème, tandis que Sainz vient cueillir son coéquipier pour la 2ème place. Leclerc ne passe décidément pas un bon moment, puisqu'il se fait aussi dépasser par Verstappen dès le tour suivant. Ah, et Norris vient dépasser Gasly lui aussi pour ne pas perdre la face par rapport aux autres. Bon, après tout, c'est qu'une Alpine. Hamilton passe enfin Piastri et cherche maintenant à battre Tsunoda pour la 7ème place. Ouais, il y avait Yuki Tsunoda depuis le début, je voulais le préciser. C'est que le 9ème tour de course, Leclerc a déjà plus de pneus avant et Hamilton passe 7ème. Pourtant, quand Leclerc est rappelé au stand, Norris aussi rentre. Les deux changent pour des pneus durs. Et Sainz aussi ne tient plus, elle tourne plus la voiture, pour citer Julien, et le second pilote Ferrari se fait donc aussi bouffer par Max la menace. Alors que Russell, lui, continue de vivre sa meilleure vie avec son écart de 7 secondes sur ses camarades. Ah, update sur Oscar Piastri, 5 secondes pour faux départ, qui lui aussi rentre au stand avec Sainz, bon sauf que lui doit purger une pénalité. On est qu'au 11ème tour et il n'y a que la Mercedes qui n'a pas de problème de graining. Comme quoi, Romain, je crois que tu t'es trompé quand tu disais que la Ferrari serait la voiture à battre. Au fur et à mesure des rentrées au stand, Hamilton est remonté second de la course, notamment avec l'arrêt de Verstappen à la fin du 11ème. Il gagne même la première place quand Mercedes arrête George Russell qui, malgré son écart de 15 secondes et son rythme de course encore élevé, ne conservera pas sa première place, laissant ainsi les commandes à son coéquipier. D'après l'équipe Canal, c'est pour éviter une catastrophe en cas de safety car sur une piste à risque. Norris en 2023, tout ça. On peut heureusement compter sur un arrêt catastrophique chez Aston Martin pour nous distraire, sans oublier Tsunoda qui a shooté un panneau pour éviter son grand copain Pierre sur la piste. La victoire provisoire de Sir Lewis n'aura pas duré longtemps, parce qu'au 13ème tour, lui aussi rentre au stand et Russell reprend la tête. Immobilisation de 2 secondes 7, on comprend pas trop le but, il repart 9ème. Les calculs pour le titre pilote 2024 m'en touchent une sans faire bouger l'autre, Hamilton rage sa radio parce qu'il avait pas de raison de s'arrêter et il repart bien loin. On n'a pas la réponse à la question, quel était l'intérêt? On dit bonjour à Sergio Pérez qui est maintenant second et qu'on n'a pas vraiment vu de la course jusqu'à maintenant. Ah bah d'après Bono, l'ingé de course d'Hamilton, il serait reparti encore plus loin dans le peloton si le pilote s'était arrêté là. Bon on va dire ça comme ça. Julien et Romain nous parlent maintenant de Gasly, puisque Romain aimerait voir l'Alpine du français fonctionner correctement comme dur,
vu qu'il est coincé dans le peloton depuis un moment. Eh ben ça tombe bien. Prend pour l'instant son mal en patience, mais au 12e rang, on l'écoute justement. Ah, perte de puissance. Everything's looking okay for us. We hit the limiter. Aïe. Malheureusement pour Canal, qui a passé toute la fin de leur diffusion des qualifications et une partie du début de la course à l'EIP, l'Alpine de Pierre Gasly le lâche dans un nuage de fumée blanc, gâchant une des plus belles performances en qualification de la saison et privant le pilote d'une belle opportunité de finir une place d'honneur. C'est particulièrement dommage pour Pierre que sa performance à Interlagos 2 semaines auparavant, conjointe à celle d'Esteban Ocon, était une des plus remarquables de 2024. L'exploit ne se reproduira pas. Au 16e tour, c'est l'abandon pour perte de puissance. En tête de la course, les deux Ferrari dépassent Pérez, qui avec ses vieux pneus durs sert maintenant surtout de tampon pour que Verstappen prenne un peu d'avance sur ses adversaires. Ça n'empêchera pas Hamilton puis Norris de le dépasser, donc Red Bull le fait rentrer juste après. On arrive gentiment à la mi-course, marquée par le premier abandon en l'identité de Pierre Gasly, interviewé par Laurent Dupin alors que Sainz tente de communiquer avec son ingé de course. Bon, sauf que comme il est chez Ferrari, ça marche pas des masses. Les espoirs de Canal pour une course qui irait essentiellement dans leur sens sont écartés. Et maintenant, les yeux se rivent ailleurs. En cette seconde moitié de course, la star n'est nul autre que Lewis Hamilton qui maintient un rythme d'enfer même s'il rapporte que les Ferrari devant lui vont quand même vachement vite dans les lignes droites. Les pneus durs, eux, commencent à bien galérer, comme l'en témoigne une radio de Norris, comme quoi son pneu avant gauche est à ça de se faire la malle. Alpine nous prouve une fois de plus que ce sont des gros génies en réussissant à faire un drive-thru inutile à Esteban Ocon en l'appelant une fois au stand sans avoir rien préparé, ce qui fait qu'il a dû se taper l'allée des stands, faire un deuxième tour et revenir à nouveau au pit pour changer de pneus. Je rappelle qu'ils n'ont plus qu'une voiture en piste après l'abandon de Gasly, donc ils n'ont même pas pu se tromper avec ça. Vous voulez que je dise quoi à ça, moi ? 26e tour, second abandon de la course, Alexander Albon, dont la Williams souffre d'un problème terminal. Décidément, sa saison à lui aura été une longue série d'abandons nuls et souvent indépendants de sa volonté. Au haut du classement cette fois, Sainz et Leclerc ont une petite mésentente alors que Sainz veut se débarrasser de ses pneus. Leclerc, menacé par Hamilton des tours durant, se rapproche de son coéquipier et on prévoit 2 arrêts parce que finalement, à part genre Russell qui fait sa vie tout seul devant et qu'on n'a pas vu à l'écran depuis 10 tours, tout le monde en chie avec ses pneus. C'est bon signe de pas avoir mon gars à l'écran, j'imagine. C'est donc ça être fan de Verstappen ? En parlant de Verstappen, nouvelle batterie de passage au stand pour Verstappen, Hamilton et Sainz. Sainz recoupe la ligne des stands et il décide de faire l'inverse du pilote Mercedes. Pneumatique dure 9 pour Verstappen, rodé pour Hamilton et débat à Canal pour savoir si Sainz avait le droit de recouper la ligne alors qu'il insistait pour changer de pneus. Finalement, l'échange radio confirme que c'est Ferrari qui était pas prêt à changer de pneus. Alpine ils sont forts, mais comme d'habitude, on peut toujours compter sur Ferrari pour faire des exploits en termes de stratégie de course complètement à chier. Romain mentionne pour la première fois de la course l'idée d'un potentiel doublé Mercedes. Au bout de 35 tours sur 50, mais vaut tard que jamais ou un truc du genre, nouveau record de tours pour Hamilton qui commence à vraiment me faire peur, surtout quand l'interface de diffusion affiche qu'au tour 29 il mettait 6 dixièmes de seconde à Russell. Certes, il y a encore plus de 30 secondes et 3 voitures d'écart entre eux, mais tout est possible et surtout il reste encore 20 tours. Histoire de ne pas me réconforter, Norris rentre au stand, diminuant le tampon entre les deux mercos. Hamilton en profite pour aller chercher Verstappen avec ses pneus frais, et il y a Leclerc qui rentre au stand et ça y est, il y a l'alarme rouge chez moi, Hamilton est dans les parages et c'est peut-être déjà fini pour moi. Mercedes rappelle Russell au stand au 32e tour pour son second et dernier changement de gomme. Le fait qu'Hamilton soit derrière me stresse, puis après je vois son écart de 32 secondes, 32 sur lui et son arrêt est gratuit en fait Il rentre premier au stand et il repart premier de là. Mais je suis extrêmement heureux à ce sujet parce que d'habitude c'est un classique de Max Verstappen. Mais non, cette fois c'est mon gars sûr, c'est George. Et je confirme les arrêts gratuits. Oui, c'est trop bien. Il reste 15 tours de course maintenant et l'écart entre les deux Mercedes c'est le seul truc qui me préoccupe. Bien plus que le combat pour le titre entre Verstappen et Norris qui de toute façon a peu de chance d'aller ailleurs qu'aux Pays-Bas. Cet écart est aux alentours de 10 secondes mais baisse petit à petit, me rendant évidemment anxieux. Vu qu'en plus Hamilton enchaîne les records de secteur et les records de tours. Ces tours où rien ne se passe vraiment notoire en piste me feraient ronger les ongles si j'avais cette manie. À force de voir cet écart, Canal me parle de domination totale autour d'Hamilton vu qu'il a encore des raisons de croire à la victoire, etc. etc. La seule distraction c'est que c'est Sainz remontant sur Verstappen pour espérer monter sur le podium. Histoire d'empirer ma vie, la diffusion officielle se fout de ma gueule en indiquant sur un graphique la striking distance, la distance après laquelle au moins une tentative de dépassement est prévue entre les deux pilotes Mercedes. D'après eux, l'écart de 7,4 secondes,
je regarde très attentivement, devrait se réduire pour de bon dans 12 tours. Et comme on est au 39e tour, ça voudrait dire que ça serait au 50e. Ah bah attendez, on n'est pas un peu free en fait? Enfin, sauf qu'à transforme majeur, je vais même quand tu nous tiens, mais sinon, on est bon? C'est bon? On va gagner? On a gagné les courses? Ouais, non, attendez, reste 10 tours là. Parce qu'il va être pas assez que les gars de Canal vont dans ce sens quand Romain indique qu'Hamilton n'a repris que 3 dixièmes à Russell au tour contre 9 dixièmes les tours d'avant. Ouais, pourquoi je stresse maintenant, hein? C'est comme envoyer un message à son coéquipier pour dire que non, il n'aura pas la victoire cette fois, même s'il tape le meilleur relais de sa vie. Est-ce que cette rationalisation aide mon cerveau panique? Non! L'écart continue de se réduire, le combat entre Verstappen et Sainz ne m'aide pas à me distraire ou me détendre, et même la 3ème place de Carlos, le pilote favori de ma sœur, ne m'aide pas à me détendre. Pourtant, Russell améliore sa marque personnelle, envoie un message assez fort que je ne comprendrai qu'après. En améliorant son rythme comme ça, il montre que si l'écart avec son coéquipier diminue, c'est parce qu'il gère mécanique et pneumatique et qu'il sait ce qu'il fait, alors même que Hamilton signe une des meilleures performances de la saison. 45e tour. Leclerc galère avec ses vieux pneus, payant le prix de son effort pour tenter de coller à son coéquipier avant. Verstappen perd le DRS sur Sainz. Les deux Ferrari et lui sont dans un mouchoir de poche. L'écart en tête de la course passe en dessous des 5 secondes. Au fond, Tsunoda et Hülkenberg se tapent dessus pour la 8ème place. L'ingé de course de Russell lui dit « George, continue juste de mettre du rythme. Il reste 5 tours, mon cœur ne se calme pas. » Heureusement pour lui, l'interface indique que le gain de temps d'Hamilton sur son coéquipier est depuis quelques tours assez anecdotique, et donc très loin de la quasi-seconde que Sir Lewis récupérait au tour quelques minutes auparavant. Après quelques tours de galère et des pneus qui accrochent autant qu'une plaquette de beurre sur une plaque en plexiglas, Leclerc passe Verstappen en fondant dessus de loin, une manœuvre similaire au dépassement qui lui avait permis de finir second en dépassant Pérez l'année d'avant en toute fin de course. D'ailleurs, vu à quel point il est tard dans la course, il semblerait que le podium serait figé avec un doublé Mercedes, suivi des deux Ferrari, ce qui aide vachement l'écurie italienne dans son combat pour le titre constructeur face à McLaren, qui ont été parfaitement anecdotiques toute la course durant, et à part le faux départ de Piastri qui de toute façon n'a eu aucun impact, y a rien à dire sur eux. Ce qui nous change. La course est dans ses derniers instants. Je peux enfin me détendre un peu en voyant l'écart entre le premier et deuxième s'agrandir à nouveau. Revoir les stats de la saison, ça fait bizarre, si bizarre. Tout se passe un peu trop bien à mon goût paranoïaque. Celui qui a vu l'abandon à Silverstone quelques mois auparavant. 50e et dernier tour. J'ai l'idée de filmer la fin de cette course sur mon téléphone. Ce moment pour moi est déjà inoubliable. Le problème, j'ai toujours autant mon casque sur la tête. Donc ma vidéo n'a aucun son, et je suis juste en train de filmer mon écran comme un idiot. On doit juste entendre mon souffle dessus, à vrai dire. En tout cas, je n'ai pas filmé l'arrivée de la course en fin de compte. J'ai juste pris une photo de mon ordi quand la victoire était enfin confirmée par l'interface de la diffusion. Mon stress s'évapore enfin, laissant place à un soulagement et évidemment une énorme joie que je n'avais quasiment jamais ressenti avant. J'ai le corps électrique et une énergie dont j'ignorais la possibilité de ressentir jusque-là, alors que j'ai pourtant vu mon pays devenir champion du monde ou champion olympique en direct auparavant. Et pourtant, cette simple victoire en Grand Prix me remplit plus d'excitation que cette fois où j'avais 2 finales olympiques sur 2 écrans différents en 2021. J'éteins mon PC avant que le podium ne puisse commencer parce que j'ai quand même du boulot dans une demi-heure. Mais le résultat est là pour moi. Je pars de chez moi conquérant, ravi, excité pour une journée qui va pourtant être extrêmement longue. Ah, et Max Verstappen devient champion du monde pour la 4ème fois, mais cette vidéo parle pas de lui. Enfin, félicitations quand même, hein, mais c'était pas ça qui m'a fait passer pour un fou dans les rues d'une vieille porture de la France. Quand je sors de chez moi, j'ai une reprise de The Emptiness Machine de Linkin Park dans mon casque et toute la joie du monde dans le corps. C'est comme si j'avais eu une nuit de sommeil parfaite, et rien ne peut m'atteindre. Heureusement pour moi, à cette heure-ci dans les rues de ma ville, il n'y a quasiment personne, aucune voiture, aucun passant pour juger le crétin qui danse à moitié sur les trottoirs, alors qu'il n'est même pas 9h et que la journée est brutalement banale. Enfin, quelqu'un qui aurait lui aussi vu la course en direct comprendrait sans doute cette joie en voyant ce que je porte sur la tête. Ma vieille alliée, une casquette Mercedes noire avec un 63 sur la visière, le logo Monster en dessous, parce que c'est l'édition 2023 que j'ai eu en promo un peu moins d'1 an auparavant. Pour l'anecdote, je l'ai encore, elle est en général sur mon scanner ou sur mon bureau ou dans mon sac à dos quand je sais que je vais bientôt sortir. Bref, j'ai un signe sur cette tronche que je suis un homme heureux et pourquoi. Au boulot lui-même, j'ai une banane pas possible. Si vous m'aviez demandé quoi que ce soit, je vous l'aurais gracieusement accordé ou fait. J'ai laissé passer des trucs absurdes en caisse, à ça de faire des promotions sur les places de tout le monde juste pour partager mon insupportable joie de vivre de fin novembre.
Et en plus, il fait beau et il fait pas trop froid pour un jour de novembre. Et il n'y a même pas tant de vent que ça quand on y pense. Non, vraiment, quelle belle journée. On va juste oublier qu'après ma vie professionnelle m'a rattrapé, me rappelant que j'avais une très importante évaluation le lendemain que j'avais peur de rater, et que mon anxiété allait me mordre toute la nuit, et aussi, j'allais encore mal dormir comme tout. Qu'au dur. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu cette réaction alors que c'était même pas la première fois que je voyais George Russell gagner en direct? Ce n'était même pas sa première victoire de 2024, puisqu'il avait gagné le Grand Prix d'Autriche quelques mois auparavant, profitant de la collision dans les derniers tours entre Verstappen et Norris. Eh bien, je ne sais pas encore exactement moi-même, alors que cette histoire ne date pas d'hier, mais je pense que c'est une petite accumulation de facteurs. Permettez-moi un peu de favoritisme gras. C'est un classique des vidéastes, de ce que j'ai vu de toute façon. Déjà, la W15 n'était pas la meilleure voiture de la grille, donc elle ne garantissait pas des victoires comme la Red Bull en début de saison ou la McLaren à ce moment-là, et ça rendait ces quelques victoires plus exceptionnelles. Dans ce sens, j'étais dans une situation similaire au Tifosi, comme mon pote, même si la SF24 avait plus souvent de podiums que la W15. C'était aussi la première fois que je me levais aussitôt pour une course, puisque j'avais fait l'impasse pour voir les Grands Prix d'Australie, du Japon ou de Chine en direct en 2024. Principalement parce que j'étais soit chez mes parents, chez qui ça aurait été plus compliqué de le faire, soit j'étais avec une amie qui ne regardait pas de F1 et que je n'allais pas faire chier à 5h du mat pour voir 20 mecs faire des tours de parc en voiture. C'était ma toute première expérience de me lever tôt pour regarder une course, donc j'étais tout aussi excité pour ça, un peu comme un enfant qui se lève pour aller au parc Astérix ou en vacances au camping. Sauf que cette fois, j'étais dans mon lit à m'habiller extrêmement lentement, et ma joie était par proxy, mais j'étais extrêmement heureux quand même. C'était, à vrai dire, aussi une sorte de soulagement. La saison 2024 jusqu'à Vegas avait eu 7 gagnants de Grand Prix. Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton et George Russell. Parmi eux, 6 avaient plus d'une victoire. Tous, sauf Russell, qui s'était fait disqualifier du Grand Prix de Belgique, donnant la victoire au second, soit son propre coéquipier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé à Spa-Francorchamps, c'était une histoire de poids non réglementaire vraiment à la con, mais le Grand Prix de Belgique m'avait laissé avec une tristesse dont je n'arrivais pas à me débarrasser, même si elle était toute légère et finalement pas si dramatique que ça. Ma famille s'était assez foutue de ma gueule pour me le faire comprendre que c'était débile d'être triste à ce sujet, j'imagine. Avec le recul, je leur en veux encore un peu, je crois, mais bon, on ne va pas en rester là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'était un sale goût qui ne disparaissait pas, parce que pendant quelques mois, alors que chacun des deux Gus de Ferrari chopait leur deuxième voire troisième victoire dans le cas de Leclerc de la saison, les comptes officiels de la F1 partageaient des images avec tous les multiples vainqueurs. Ça finissait par être un peu insultant. Et là, Vegas est arrivé et enfin les crétins comme moi, on a pu manger à la même table que les fans des autres vainqueurs de Grand Prix. Je passais, il faut bien le dire, alors trop de temps sur Twitter pour ne pas me sentir personnellement affecté par cette publication en particulier. Cette réaction est plus un symbole de mon état d'esprit qu'une véritable raison d'être content. Rassurez-vous, je ne suis pas fou à ce point, mais c'est une certaine vérité. D'ailleurs, avec la victoire de George Russell à Las Vegas, la saison 2024 est devenue la saison de Formule 1 avec le plus de vainqueurs multiples. Ils sont en effet au nombre de 7, soit les 2 pilotes McLaren, les 2 pilotes Ferrari, les 2 pilotes Mercedes et enfin Max Verstappen, comme illustré par ce tweet de l'époque. La saison se place aussi évidemment très haut dans la liste de celles qui ont le plus de vainqueurs en une saison, parce que 7 reste largement au-dessus de la moyenne. Mais elle est loin de battre la saison qui détient encore le record qui est, comme beaucoup d'autres trucs dans cette émission, la saison 1982, qui a vu 11 vainqueurs en 15 Grands Prix. Ouais, ça veut dire que seuls 4 pilotes ont gagné plus d'une course en 82. Si jamais vous vous demandiez, ces 4 vainqueurs ne comportent pas Keke Rosberg, mais Alain Prost, Niki Lauda, Didier Pironi et René Arnoux. J'adore la F1 des années 80. Mais 2024, ce n'est pas que ça, parce que c'est aussi une belle série de gagnants différents d'affilée, avec 6 entre les Grands Prix d'Azerbaïdjan et de Las Vegas. Dans l'ordre, on a eu Piastri en Azerbaïdjan, Norris à Singapour, une des pires courses de 2024 d'ailleurs, Leclerc aux États-Unis, Sainz au Mexique, Verstappen au Brésil dans une des meilleures courses de 2024 selon Canal, on se demande pourquoi, et enfin Russell à Las Vegas. A vrai dire, seul Hamilton n'a pas gagné de course dans cette liste, et la série sera coupée au Qatar avec la victoire de Verstappen. Avec un score aussi élevé, la saison 2024... ne bat toujours pas la saison 82, mais c'est un de ces rares cas absurdes, donc c'est pas grave. Enfin, 2024 a quand même une stat de plus que cette maudite 82, je vous rassure, et c'est le nombre de pilotes multiples vainqueurs, qui reste le plus élevé à ce jour. En même temps, il s'est passé que 2025 entre deux, et c'est pas cette année-là que ça allait être battu. La fin de la saison 2024 n'avait pourtant rien de bien fantastique pour moi, je l'ai véritablement ressenti comme des courses de trop.
Et le Grand Prix du Qatar en particulier restera à jamais pour moi un circuit trop au calendrier qui aurait dû faire comme Dallas et disparaître après sa première édition catastrophique en 2023. Sans doute étais-je déjà sorti de là parce que j'avais eu ce que je voulais, malgré un championnat constructeur encore en jeu. Et d'ailleurs, je tiens à dédier cette vidéo à ces fans insupportables de Lewis Hamilton qui sont bien foutus de la gueule des gens comme moi après le Grand Prix de Belgique 2024, qui nous disaient que George Russell c'était un con et un salaud et un incompétent et un tricheur, et qui voyaient déjà le 8ème titre de Lewis Hamilton et le retour du titre pilote chez Ferrari en 2025. Résultat des courses, en 2025, George Russell c'est 2 victoires, à savoir le Canada et Singapour, 2 pole positions, c'est les mêmes, et 9 podiums, tandis que Lewis Hamilton... j'imagine que les mêmes fans qui se la pétaient de ouf en 2024 ont eu l'occasion de découvrir qui était Didier Pironi cette année.